Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Paragraphe 3. Transplantation. Je fis à la suite de cette année d'études, peut-être trop vivement poussée, une assez grave maladie qui me força d'interrompre ma préparation à l'école normale. Une fois guéri, je redoublai ma classe de philosophie, tout en suivant une partie des cours de la rhétorique. Je me présentai à l'école vers cette date, qui est aussi celle où j'eus l'honneur d'être reçu chez vous. Les événements qui suivirent, vous les connaissez. J'échouai à l'examen. Mes compositions manquaient de ce brillant littéraire qui ne s'acquiert que dans les lycées de Paris. En novembre 1885, j'acceptai d'entrer comme précepteur chez les Jussat-Randon. Je vous écrivis alors que je renonçais à mon indépendance afin d'éviter de nouvelles dépenses à ma mère. Il se joignait à cette raison l'espoir secret que les économies réalisées dans ce préceptorat me permettraient, une fois ma licence passée, de préparer mon agrégation à Paris. Le séjour dans cette ville m'attirait surtout, mon cher maître, je peux bien vous l'avouer aujourd'hui, par la perspective de me loger auprès de la rue Guy de la Brosse. Ma visite dans votre ermitage m'avait produit une impression bien profonde. Vous m'étiez apparu comme une sorte de Spinoza moderne, si complètement identique à vos livres, par la noblesse d'une vie tout entière consacrée à la pensée. Je me forgeais d'avance un roman de félicité à l'idée que je saurais les heures de vos promenades, que je prendrais l'habitude de vous rencontrer dans cet antique jardin des plantes qui ondoie sous vos fenêtres, que vous consentiriez à me diriger, qu'aidé, soutenu par vous, je pourrais marquer moi aussi ma place dans la science. Enfin, vous étiez pour moi la certitude vivante, le maître, ce que Faust est pour Wagner dans la symphonie psychologique de Goethe. D'ailleurs, les conditions où s'offrait ce préceptorat étaient particulièrement douces. Il s'agissait surtout de tenir compagnie à un enfant de 12 ans, le second fils du marquis de Jussat. J'ai su depuis comment cette famille avait été amenée à se retirer pour tout l'hiver dans ce château près du lac d'Aïda, où il passait d'ordinaire les seuls mois d'automne. Monsieur de Jussat, qui est originaire d'Auvergne et qui a exercé les fonctions de ministre plénipotentiaire sous l'empereur, venait, déjà entamé par le krach, de perdre une très grosse somme à la bourse. Ses propriétés étaient hypothéquées et son revenu fortement diminué. Il avait trouvé à louer son hôtel des Champs-Élysées, tout meublé et pour un prix très élevé. Il était arrivé dans sa terre de Jussat un peu plus tôt, comptant de là partir directement pour sa villa de Cannes. Une occasion avantageuse de louer aussi cette villa s'était présentée. Le désir de libérer son budget l'avait séduit, d'autant plus qu'une croissante hypocondrie lui faisait envisager sans trop de désagréments la perspective d'une année entière passée dans la solitude. Il avait été surpris dans ce moment même par le départ subit du précepteur de son fils Lucien, lequel s'était sans doute peu soucié de s'enterrer ainsi pour des mois, et d'art, il était arrivé à Clermont. Il y avait fait ses mathématiques 35 ans plus tôt, sous Monsieur Limassay, le vieux professeur, ami de mon père. L'idée lui était venue de demander à son ancien maître, un jeune homme instruit, intelligent, capable d'entretenir Lucien dans ses études pour toute cette année. Il offrait 5000 francs. Monsieur Limassay pensa très naturellement à moi, et j'acceptai, pour les raisons que je vous ai dites, d'être présenté au marquis comme candidat à cette place. Dans un salon d'un des hôtels qui donnent sur la place de Jaude, je vis un homme assez grand, chauve, avec des yeux d'un gris clair, dans une face plaquée de rouge, et qui ne prit même pas la peine de m'examiner. Il parla tout de suite et tout le temps, entremêlant les détails sur sa santé, il était malade imaginaire,
aux plus vives critiques contre l'éducation moderne. Je l'entends encore disant pêle-mêle des phrases qui révélaient de la sorte les diverses facettes de son caractère. « Voyons, mon pauvre Limassay, quand viendrez-vous nous voir là-haut ? Il y a un air excellent, c'est ce qu'il me faut. À Paris, je ne respirais pas assez, on ne respire jamais assez. J'espère, monsieur, et il se tournait vers moi, que vous n'êtes point partisan de ces nouvelles méthodes d'enseignement. La science, toujours la science, et Dieu. Messieurs les savants, qu'en faites-vous » Puis revenant à monsieur Limassay, « De mon temps, de notre temps, je peux dire, il y avait encore partout un sentiment de la hiérarchie et du devoir. On ne négligeait pas absolument l'éducation pour l'instruction. Vous rappelez-vous notre aumônier, l'abbé Habert, et comment il savait parler? Quelle santé! Comme il vous marchait d'un bon pied, et par tous les temps, sans douillette. Mais vous, Limassay, quel âge? 70 ans, 70, et pas une douleur, pas une. Vous me trouvez mieux, n'est-ce pas, depuis que je vis dans la montagne. Je ne suis jamais bien malade, mais toujours quelques petites choses. Tenez, j'aimerais mieux l'être vraiment malade. Au moins, je me soignerai. » Si je vous apporte ces incohérents discours, tels qu'ils me reviennent à la mémoire, mon cher maître, c'est d'abord pour vous montrer ce que vaut l'intelligence de cet homme qui, je le sais par ma mère, s'est permis de démêler à mon procès votre nom vénéré. C'est aussi pour que vous compreniez bien dans quelle disposition j'arrivais 4 jours après cette conversation à ce château où je me suis heurté contre de si terribles hasards. Le marquis m'avait agréé dès cette première visite, et il avait tenu à m'emmener dans son landau. Durant ce trajet de Clermont à Aïda, il eut le loisir de me raconter toute sa famille. Il m'expliqua successivement, avec ce bavardage invincible qui est le sien, et toujours coupé par quelques rappels de sa personne, que sa femme et sa fille n'aimaient pas beaucoup le monde et qu'elles étaient d'excellentes ménagères, que son fils aîné, le comte André, se trouvait chez lui pour 15 jours, et que je n'eusse pas à me froisser de sa brusquerie, car elle cachait le meilleur des cœurs, que son autre fils Lucien avait été très souffrant, et que la grosse affaire était surtout de lui rendre la santé. Puis sur ce mot de santé, il partit, et après 1 heure de confidence sur ses migraines, ses digestions, ses sommeils, ses mots passés, présents et futurs, fatigué sans doute par l'air vif et par ce flux de paroles, il s'endormit dans le coin de la voiture. Je me souviens si nettement des plans que je roulais dans ma tête, tandis que, délivré de ce fâcheux, l'objet déjà de mon plus entier mépris, je regardais le beau paysage que nous traversions entre des montagnes ravinées et des bois jaunis par l'automne, avec le puits de la Vache à l'horizon dont le cratère s'échancre, tout déchiré, tout rouge de poussière volcanique. Ce que j'avais vu déjà du marquis, ce que ses discours m'annonçaient de sa maison, aurait suffi si je n'avais pas été préparé à cette idée par avance pour me convaincre que j'allais être exilé parmi ceux que j'appelais les barbares. Je donnais ce nom depuis des années aux personnes que je jugeais irréparablement étrangères à la vie intellectuelle. La perspective de cet exil ne m'effrayait pas. La doctrine d'après laquelle je devais régler mon existence était si nette dans ma tête. J'étais résolu à ne vivre qu'en moi, à n'habiter que moi, à défendre ce moi contre toute intrusion du dehors. Ce château où je me rendais et les gens qui l'abritaient ne me seraient qu'une matière à exploitation pour le plus grand profit de ma pensée. Mon programme était arrêté. Durant les 12 ou 14 mois que je vivrais là, j'emploierais mes loisirs à travailler l'allemand, à dépouiller les 2 volumes de la physiologie de Bonis qui bondaient ma petite malle derrière la voiture, avec mes œuvres, mon cher maître, avec mon éthique, avec plusieurs volumes de M. Ribot, de M. Taine, d'Herbert Spencer, quelques romans d'analyse et les livres nécessaires à la préparation de ma licence. Je comptais passer cet examen au mois de juillet.
Un cahier tout blanc attendait des notes que je me proposais de prendre sur les caractères de mes hôtes. Je m'étais promis de les démonter rouage par rouage et j'avais acheté à cet effet avant mon départ un livre fermé par une serrure à clé sur la feuille de garde duquel j'avais écrit cette phrase de l'anatomie de la volonté. Spinoza se vantait d'étudier les sentiments humains comme le mathématicien étudie ses figures de géométrie. Le psychologue moderne doit les étudier, lui, comme des combinaisons chimiques élaborées dans une cornue, avec le regret que cette cornue ne soit pas aussi transparente, aussi maniable que celle des laboratoires. Je vous raconte cet enfantillage pour vous prouver le degré de ma sincérité intime et combien je ressemblais peu, tandis que le landau roulait sur la route d'Aïda, au jeune homme ambitieux et pauvre que tant de romans ont dépeint. Avec mon goût habituel du dédoublement, je me souviens d'avoir, dès cette heure-là, constaté, non sans orgueil, cette différence. Je me rappelais le Julien Sorel de Rouge et Noir, arrivant chez Monsieur de Rênal, les tentations de Rubempré dans Balzac, devant la maison des Bargetons, quelques pages aussi de Vainctra de Vallès. J'analysais la sensation qui se dissimule derrière les convoitises et les révoltes de ces divers héros. C'est toujours l'étonnement de passer d'un monde dans un autre. De cet étonnement avide ou rancunier, je ne trouvais pas une trace en moi. Je regardais le marquis sommeiller, enveloppé par ce frais après-midi de novembre, dans une fourrure dont le col relevé cachait à demi son visage. Une couverture garantissait ses jambes, d'une laine souple et sombre. Des gants de peau brun et brodés de noir protégeaient ses mains qui tenaient cette couverture. Son chapeau, d'un feutre aussi fin que la soie, s'abaissait sur ses yeux. Rien que ces détails représentaient une sorte d'existence bien différente de la nôtre, de la pauvre et mesquine économie de notre intérieur que la propreté méticuleuse de ma mère sauvait seule de la misère. Je me réjouissais de n'éprouver aucune envie, pas le plus petit atome devant ces signes d'une fortune supérieure, ni envie, ni timidité. Je me tenais bien en main, sûr de moi-même, et cuirassé contre toute vulgaire atteinte par ma doctrine, votre doctrine, et par la supériorité souveraine de mes idées. Je vous aurais tracé un portrait complet de mon âme à cette minute, si j'ajoute que je m'étais promis une fois pour toutes de rayer l'amour du programme de ma vie. J'avais eu, depuis ma première aventure avec Marianne, une autre petite histoire que je vous ai passée sous silence avec la femme d'un professeur du lycée, si absolument sotte, et avec cela si ridiculement prétentieuse, que j'en étais sorti raffermi plus que jamais dans mon mépris pour l'inintelligence de la dame, comme je disais d'après Schopenhauer, et aussi dans mes dégoûts pour la sensualité. J'attribue aux profondes influences de la discipline catholique cette répulsion à l'égard de la chair qui a survécu en moi au dogme de la spiritualité. Je savais bien, par une expérience trop souvent répétée, que cette répulsion était insuffisante pour empêcher mes chutes dans le désir sensuel. Mais je savais aussi que ce désir naissait en moi, au temps de Marianne, par exemple, par la certitude de son assouvissement. Et je comptais sur la solitude du château pour m'affranchir de toute tentation et pratiquer dans sa pleine rigueur la grande maxime du sage ancien, faire remonter tout son sexe dans son cerveau. Ah, cette idolâtrie de mon cerveau, de mon moi pensant, je l'ai eue si forte que j'ai songé à étudier les règles monastiques pour les appliquer à la culture de cette pensée. Oui, j'ai projeté de faire tous les jours mes méditations comme les moines sur les quelques articles de mon credo philosophique, de célébrer chaque jour comme les moines la fête d'un de mes saints à moi, de Spinoza, de Hobbes, de Stendhal, de Stuart Mill, de vous, mon cher maître, en évoquant l'image et les doctrines de l'initiateur ainsi choisi et m'imprégnant de son exemple. Je comprends que tout cela était très jeune et très naïf. Du moins, vous le voyez, je n'ai pas été celui que cette famille flétrit aujourd'hui.
le plébéien intrigant qui rêve à un beau mariage, et si l'idée de la sélection de mademoiselle de Jussat entra en effet dans mon esprit, ce fut implanté, inspiré, pour ainsi dire, par les circonstances. Je ne vous écris pas pour me peindre sous un jour romanesque, et je ne vois pas pourquoi je vous cacherais que parmi ces circonstances, qui devaient me pousser vers cette entreprise de séduction, si éloignée de mes sentiments d'arrivée, la première fut l'impression produite sur moi par le comte André, par le frère de cette pauvre morte, dont le souvenir, à présent que j'approche du drame, se fait vivant pour moi jusqu'à la torture. Mais remontons-y à cette arrivée. Il est près de 5 heures, le landau marche plus vite, le marquis s'est éveillé, il me montre la nappe frissonnante du petit lac d'Aïda, rose et froide, sous un ciel du couchant qui empourpre les feuillages séchés des hêtres et des chênes, et là-bas le château, une grande bâtisse de construction moderne, blanche, avec ses tours trop grêles et ses toits en poivrière, se rapproche à chaque lacis de la route grise. Le clocher d'un village, d'un hameau plutôt, dresse ses ardoises au-dessus des quelques maisons à toit de chaume. Il est dépassé. Nous voici dans l'allée d'arbres qui mène au château, puis devant le perron et tout de suite dans le vestibule. Nous entrons dans le salon. Qu'il était paisible ce salon, éclairé par les lampes aux larges abat-jours, avec le feu qui brûlait gaiement dans la cheminée. Et par groupe, la marquise de Jussat travaillait avec sa fille à des ouvrages au crochet pour les pauvres. Mon futur élève regardait un livre d'images debout contre le piano ouvert avec sa musique. La gouvernante de mademoiselle Charlotte et une religieuse se tenaient assises plus loin et causaient. Le comte André parcourait un journal qu'il déposa au moment de notre arrivée. Oui, que ce salon était paisible. Et qui m'eût dit que mon entrée marquait la fin de cette paix pour ces personnes qui se dessinent à cette seconde dans le champ de vision de mon souvenir avec une netteté de portrait. J'aperçois le visage de la marquise d'abord, de cette grande et forte femme aux traits un peu gros, si différent de l'aspect que mon imagination ignorante eût donné à une grande dame. Elle était bien, en effet, la ménagère modèle dont m'avait parlé le marquis, mais une ménagère d'une éducation accomplie. Et tout de suite, rien qu'en me parlant de la belle journée que nous avions eue pour notre voyage, elle me mit à mon aise. J'aperçois le profil effacé de mademoiselle Élisa Larget, la gouvernante, et dans cette figure terne, le sourire toujours approbateur de la vieille fille, type innocent de servilité heureuse, d'une calme vie en complaisance et en félicité matérielle. J'aperçois la sœur Anaclet, avec ses yeux de paysanne et sa bouche mince. Elle logeait en permanence dans le château pour servir de garde-malade au marquis, toujours préoccupé d'une attaque possible. J'aperçois le petit Lucien et ses grosses joues d'enfant paresseux. J'aperçois celle qui n'est plus, et sa taille fine dans sa robe claire, et ses yeux gris si doux dans leur pâleur, et ses cheveux châtains, et la coupe allongée de son visage, et le geste par lequel sa main offrait à son père et à moi une tasse de thé contre le froid de la route. J'entends sa voix disant au marquis « Père, avez-vous vu comme le petit lac était rose ce soir ?» J'entends la voix de monsieur de Jussat répondant entre deux gorgées de son grog « J'y ai vu qu'il y avait du brouillard dans les prairies et du rhumatisme dans l'air. » J'entends la voix du comte André reprenant « Oui, mais quel beau coup de fusil demain !» Puis se tournant vers moi, « Vous chassez, monsieur Gresloup ?»« Non, monsieur, » lui répondis-je. « Montez-vous à cheval ?» me demanda-t-il encore. « Pas davantage. »« Je vous plains, fit-il en riant.
Après la guerre, ce sont les 2 plus grands plaisirs que je connaisse. » Ce n'est rien ce bout de dialogue, et ainsi transcrit, il ne vous expliquera pas pourquoi ces simples phrases furent cause que je regardais André de Jussat, là, aussitôt, comme un être à part de tous ceux que j'avais connus jusque-là. Pourquoi, une fois monté dans ma chambre, où un domestique commença de déballer ma malle, j'y pensais plus encore qu'à sa fragile et gracieuse sœur, ni pourquoi, à la table du dîner et toute la soirée, je n'eus d'observation que pour lui. Mon naïf étonnement en présence de ce mâle et fier garçon dérivait pourtant d'un fait très simple. J'avais grandi jusqu'à cette heure dans un milieu purement cérébral, où les seules formes estimées de la vie étaient les intellectuelles. J'avais eu pour camarades les premiers de la classe, tous délicats et frêles comme je l'étais moi-même, sans daigner jamais prêter attention aux autres, à ceux qui excellaient dans les exercices du corps et qui d'ailleurs ne trouvaient dans ces exercices qu'un prétexte à brutalité. Tous mes maîtres préférés et les quelques anciens amis de mon père étaient eux aussi des cérébraux. Quand je m'étais dessiné des héros de romans d'après mes lectures, j'avais toujours imaginé des mécaniques mentales plus ou moins compliquées, jamais leurs conditions physiques. En un mot, si j'avais songé à la supériorité que représente la belle et solide énergie animale de l'homme, ça avait été d'une manière abstraite, comme je ne l'avais pas senti. Le comte André, âgé de 30 ans, présentait un exemplaire admirable de cette supériorité-là. Figurez-vous un homme de moyenne taille, découplé comme un athlète, des épaules larges et une tournure mince, des gestes qui trahissent à la fois la force et la souplesse, de ces gestes où l'on sent que le mouvement se distribue avec cette perfection qui fait l'agilité adroite et précise. Des mains et des pieds nerveux, disant seule la race, avec cela le visage le plus martial, un de ces teints bistrés derrière lequel le sang coule, riche en fer et en globules, un front carré dans un casque de cheveux très noirs, une moustache de la couleur des cheveux sur des lèvres serrées et fermes, des yeux bruns rapprochés d'un nez un peu busqué, ce qui donne au profil un vague caractère d'oiseau de proie. Avec un menton découpé hardiment et frappé d'une fossette, achève cette physionomie dans un caractère d'invincible volonté. Et la volonté, c'est bien là ce personnage, l'action faite homme. Il semble qu'il n'y ait dans cet officier rompu à tous les exercices du corps, prêt à toutes les bravoures, aucune rupture d'équilibre entre penser et agir, et que son être passe toujours tout entier dans ses moindres gestes. Je l'ai vu depuis ce premier soir monter à cheval de manière à réaliser devant moi la fable antique du centaure, mettre au pistolet 10 balles de suite à 30 pas dans une carte à jouer, sauter des fossés à la promenade et pour se divertir, avec la légèreté d'un gymnaste de profession, de même que parfois, et pour amuser son jeune frère, il franchissait une table en y posant seulement les 2 mains. J'ai su que, pendant la guerre, et quoiqu'il n'eût encore que 17 ans, il s'était engagé et qu'il avait fait la campagne de la Loire, résistant aux pires fatigues et rendant du cœur aux vétérans. Il me suffit de l'étudier au dîner, ce premier soir, mangeant posément et avec cette belle humeur d'appétit qui décèle la vie profonde, parlant peu mais de cette voix pleine et qui commande, pour éprouver à un degré surprenant l'impression que j'étais devant une créature différente de moi, mais accomplie, mais achevée dans son espèce. Il me semble en écrivant que cette scène date d'hier et que je suis là, tandis que le marquis commence un bésigue avec sa fille, après le dîner, à causer avec la marquise, tout en regardant à la dérobée le comte André jouer seul au billard. Je le voyais à travers la baie ouverte, souple et robuste, dans la mince étoffe de son costume de soirée, un noir cigare au coin de la bouche qui poussait les billes avec une justesse si parfaite qu'elle en était élégante. Et moi, votre élève, moi si orgueilleux de l'amplitude de ma pensée,
Je suivais bouche bée les moindres gestes de ce jeune homme se livrant à un sport aussi vulgaire, avec l'espèce d'admiration envieuse qu'un moine lettré du Moyen-Âge, inhabile au robuste jeu des muscles, pouvait ressentir devant un chevalier en train de marcher dans son armure. Quand je prononce le mot d'envie, je vous supplie de me bien comprendre et de ne pas m'attribuer une bassesse qui ne fut jamais la mienne. Ni ce soir-là, ni durant les jours qui suivirent, je n'ai jalousé le nom du comte André, ni sa fortune, ni un seul des avantages sociaux qu'il possédait et dont j'étais si dépourvu. Je n'ai pas ressenti non plus cette étrange haine de mal à mal, très finement notée par vous dans vos pages sur l'amour. Ma mère avait eu cette faiblesse de me dire souvent dans mon enfance que j'étais joli garçon. Marianne et mon autre maîtresse me l'avaient répété. Sans être un fat, je me rendais compte que je n'avais rien pour déplaire, ni dans mon visage, ni dans ma tournure. Je vous dis cela non par vanité, mais afin de vous prouver au contraire que la vanité n'entra pas pour un atome dans la sorte de rivalité subite qui fit de moi, dès ses premières heures, un adversaire, presque un ennemi du comte André, sans que d'ailleurs il s'en doutât une minute. Je le répète, dans cette rivalité, il entrait autant d'admiration que d'antipathie. À la réflexion, j'ai trouvé dans le sentiment que j'essaie de vous définir la trace probable d'un atavisme inconscient. J'ai questionné plus tard le marquis, dont je flattais ainsi l'orgueil nobiliaire, sur la généalogie des Jussarandon. Et je crois savoir qu'ils sont de pure race conquérante, au lieu que dans les veines du descendant des cultivateurs lorrains qui vous écrit ces quelques lignes, coule un sang de race conquise. Le sang d'aïeux asservi à la glèbe durant des siècles. Certes, entre mon cerveau et celui du comte André, il y a la même différence qu'entre le mien et le vôtre, mon cher maître, plus grande encore, puisque je peux, moi, vous comprendre, et que je le défie de suivre un seul de mes raisonnements, même celui que je fais à cette minute sur nos rapports. Pour parler franc, je suis un civilisé, il n'est qu'un barbare. Eh bien, j'ai subi aussitôt la sensation que mon affinement était moins aristocratique que sa barbarie. J'ai senti là, du coup, et dans les profondeurs de cet instinct de la vie où la pensée descend avec tant de peine, la révélation de cette préséance de la race que la science moderne affirme nettement et qui, vraie de toute la nature, doit être vraie aussi de l'homme. Pourquoi même le prononcer, cet inexact mot d'envie qui sert d'étiquette à des hostilités irraisonnées comme celle que m'inspira aussitôt le comte? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.